Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que aujourd'hui ma voix va tenir pendant 1 heure parce que figurez-vous que j'ai entendu il y a 2 jours aux informations que la grippe était de retour et naturellement le lendemain je l'avais. Donc aujourd'hui, j'ai quand même tenu à venir parce que l'idée m'insupportait tellement de vous voir venir pour rien que. J'espère que vous m'excuserez si mon propos est interrompu par des quintes de tout. La semaine dernière, nous avons vu comment, dans le contexte du second moment de mondialisation de Confucius, ce moment que l'on pourrait qualifier d'américain, les entretiens de Confucius se trouvent susciter l'intérêt de philosophes venus de la tradition pragmatiste américaine, comme Herbert Fingerett. Il serait sans doute temps, s'il en était besoin, que je précise en passant que la philosophie pragmatiste anglo-américaine dont je parle est bien évidemment à distinguer du pragmatisme au sens où l'on entend communément, à savoir une démarche privilégiant les objectifs pratiques de l'action, puisque donc le mot pragmatisme vient du grec pragma, par rapport aux principes théoriques, notamment dans le domaine politique où pragmatisme finit souvent par se confondre avec realpolitik. Dans ce sens ordinaire, on entend d'ailleurs souvent dire que les Chinois sont pragmatiques, de la même façon que les anglo-saxons sont censés eux aussi être pragmatiques. Alors, je rappelle très sommairement que le pragmatisme philosophique trouve ses racines dans l'empirisme anglais des XVIIe, XVIIIe siècles, avec des penseurs comme ceux que vous voyez affichés donc, sur l'écran, Locke, Berkeley, Hume, et que ce pragmatisme philosophique s'est développé en propre aux États-Unis dans la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe, avec des penseurs comme Charles Sanders Peirce, William James, qui était donc le frère du grand écrivain Henry James, et bien sûr John Dewey, dont nous avons vu le rôle déterminant dans la formation philosophique de plusieurs grands intellectuels chinois de la première moitié du XXe siècle. Au cours de cette période républicaine que les Chinois du continent appellent Mingguo, c'est-à-dire donc entre l'instauration de la toute première République chinoise en 1912 et celle de la République populaire en 1949. J'en profite pour souligner au passage que c'est une période qui n'aura duré qu'une trentaine d'années, autant dire une génération, mais dont l'effervescence s'est trouvée très vite étouffée par les situations de guerre et de révolution que l'on connaît, mais que, fort heureusement, on est en train de redécouvrir actuellement, y compris donc en Chine continentale. Alors, cette tradition pragmatiste américaine, qui a été quelque peu éclipsée par la philosophie analytique au milieu du siècle dernier, a fait un retour remarqué dans les travaux d'importants penseurs américains contemporains comme Hilary Putnam, que vous avez ici, donc qui est né en 1926, et Richard Rorty,
donc de quelques années son cadet, donc né en 1931 et qui est mort récemment, en 2007, je dirais mort trop tôt, et enfin cette mort relativement prématurée est d'autant plus regrettable que Richard Rorty avait commencé à engager des discussions fructueuses avec des universitaires chinois, notamment lors d'une tournée de conférences d'un mois en Chine en juin 2004, où il s'est placé explicitement dans le sillage de Dewey, dont j'ai eu l'occasion donc de mentionner le séjour pratiquement d'un an en Chine entre 1919 et 1920. Donc on voit donc qu'au cours du siècle qui s'est écoulé entre Dewey et Rorty, le dialogue entre les intellectuels américains et chinois, tout en connaissant bien entendu des discontinuités du fait des événements tragiques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les guerres, les révolutions. Donc ce dialogue, on peut constater qu'il ne s'est pas totalement perdu et qu'il est même en train de repartir de plus belle, comme on le verra plus tard. Alors, inutile de dire que je ne fais ici que citer très rapidement et très sommairement quelques noms emblématiques qui, je m'empresse de le préciser, entretiennent entre eux des rapports extrêmement complexes qui ne sont absolument pas réductibles à un isme, car comme tous les ismes, le pragmatisme est un grand sac fourre-tout où l'on regroupe des objets très hétérogènes, voire totalement contradictoires. Alors, heureusement pour nous, nous aurons sans doute bientôt la chance d'entendre parler de tous ces penseurs de manière beaucoup plus informée et détaillée par l'une de nos meilleures spécialistes en France. J'ai nommé Madame Claudine Tiercelin, qui doit inaugurer sa chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, ici même, au Collège de France, au mois de mai prochain. Alors, pour ma part, comme je ne manque jamais une occasion de le redire, je ne suis en rien philosophe, même si j'ai eu la chance, lors de mes séjours d'études à Oxford et Cambridge, dans les années 1970-80, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la tradition empiriste, donc à la pensée de John Locke en particulier, et de rencontrer des représentants de la philosophie analytique anglaise, tels que Sir Peter Frederick Strawson, que vous avez ici donc en bas du tableau. Alors, ce qui m'intéresse dans les circonstances présentes, c'est non pas donc la philosophie pragmatiste, ni même la pensée de Herbert Fingeret en elle-même et pour elle-même, mais bien plutôt ce que Fingeret a mis en lumière du texte des Entretiens en l'abordant sous un angle tout à fait nouveau qui se trouve être de fait marqué par la pensée pragmatiste. Alors, ce que je tente de faire avec vous en ce moment, ça n'est donc pas de vous présenter de manière systématique et exhaustive le livre de Fingeret, donc Confucius, The Secular and Sacred, que vous pouvez lire par vous-même, mais il s'agit pour moi de relire les entretiens à partir de certaines perceptions, de certains insights, comme on dit en anglais, qui me paraissent intéressantes chez Fingeret. Alors, qu'est-ce donc que Fingeret apporte de si nouveau ? La majorité des présentations de l'enseignement de Confucius au XXe siècle
y compris celles que j'ai pu moi-même en faire précédemment, ont insisté principalement sur la dimension éthique du jeûne, dont il est fréquemment question dans les entretiens. Jeûne dont nous avons vu à plusieurs reprises, bien sûr la graphie très parlante, où vous avez donc l'élément de l'humain à gauche et le signe 2 à côté, c'est-à-dire donc l'humain considéré dans sa dimension éminemment relationnelle. Alors, cette dimension éthique du jeûne, de cette qualité du lien humain, est évidemment plus immédiatement accessible et acceptable pour les rationalistes héritiers des Lumières que nous sommes. Et on pourrait dire que nous sommes souvent tentés d'en faire une forme d'humanisme, et c'est exactement ce qui s'est passé tout particulièrement dans les ruines et les décombres de la Seconde Guerre mondiale, où, pendant que Sartre présentait l'existentialisme comme un humanisme, d'autres, notamment des intellectuels américains, proposaient, comme on l'a vu, l'enseignement de Confucius comme un nouvel humanisme pour le monde. Donc, dans la perspective humaniste de la première moitié du XXe siècle, l'aspect ritualiste de certains passages des entretiens, donc en parlant de ritualisme, je fais référence donc à ce terme li qui figure donc sur la couverture du livre de Fingeret. Donc cet aspect ritualiste de certains passages des entretiens et même de la quasi-totalité du livre 10 de ces entretiens que nous avons évoqué la dernière fois, cet aspect apparaissait comme un accessoire ou on pourrait dire un accoutrement embarrassant, beaucoup trop passéiste et pas assez rationaliste pour entrer dans une image moderne de Confucius. Comme le disait le poète américain Ezra Pound, que nous avons cité à plusieurs reprises, qui était pourtant réputé pour son caractère fantasque, on reste perplexe devant ce que Pound appelait le quaint and extreme traditionalism du livre 10, c'est-à-dire devant les prescriptions tatillonnes et d'un autre âge concernant, par exemple, la longueur de la chemise de nuit ou la consommation de gingembre. Alors, plus généralement, surtout depuis les mouvements modernistes chinois, comme celui du 4 mai 1919, et bien plus encore la révolution culturelle des années 1966-76, donc depuis cette poussée moderniste, forte était l'envie de se débarrasser une fois pour toutes de ces rites qui rejetaient la Chine dans son passé féodal de société fortement hiérarchisée et inégalitaire, puisque de par ces rites, la société était régie par des relations asymétriques et verticales. Par exemple, entre souverain et sujet, entre père et fils, entre mari et femme, entre frère aîné et frère cadet, entre maître et disciple, etc., etc. Or, voilà qu'un philosophe pragmatiste américain qui réfléchit sur des questions on ne peut plus contemporaines, telles que les normes comportementales et les responsabilités morales dans la société moderne, la société américaine où il vit, à travers l'étude de comportements déviants,
induit par des substances addictives comme la drogue et l'alcool. Donc voilà que ce philosophe pragmatiste américain en vient à s'intéresser à un texte de l'Antiquité chinoise, à savoir les Entretiens, parce qu'il y repère et y reconnaît quelque chose qui lui parle et qui répond dans une certaine mesure à ses préoccupations. Alors, je rappelle que le livre de Fingeret, au titre tout à fait évocateur, donc Confucius, The Secular as Sacred, c'est-à-dire donc le séculier comme sacré, paraît en 1972, c'est-à-dire précisément au moment où la révolution culturelle fait rage en Chine et juste 2 ans avant la violente campagne de critique contre Lin Biao et Confucius, la fameuse campagne Pilin Pikong, qui est lancée donc en 1974. Donc ça me paraît tout à fait intéressant de replacer donc la parution du livre de Fingeret dans le contexte de son époque. Alors, ce quelque chose qui retient l'attention de Fingeret, c'est donc la notion de li, de rite, ou du moins ce qu'il en comprend. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, Fingeret part du constat de la qualité magique, c'est-à-dire, comme il le dit lui-même, sans médiation et sans effort, de certains modes d'action qu'il décrit en termes de rituels, gestuels et incantations. Et donc on a vu qu'il en trouve des exemples dans les entretiens dont nous avons lu les citations la semaine dernière. Mais à partir de là, j'ai tenté d'attirer votre attention sur cette notion de zheng, qui veut dire donc essentiellement droit. J'ai attiré votre attention justement sur le caractère extrêmement carré de la graphie de ce caractère. Donc cette notion de zheng que Fingeret remarque au passage, mais dont il ne suit pas le déploiement dans tout le texte des entretiens et en particulier dans le livre 10, et dont, il me semble en tout cas, il ne mesure pas les implications, notamment politiques. Nous avons vu le jeu sur l'homophonie que nous trouvons dans un passage des entretiens entre zheng, qui veut dire donc être droit, être dans la rectitude, et son homophone, zheng, qui veut dire donc gouverner. Alors, nous avons ainsi vu comment cette notion de zheng est au cœur même du comportement rituel et que la qualité magique de cette posture droite permet de rapprocher le li, le rite confucéen, du non-agir, du wu wei, dont il est question dans des textes réputés taoïstes comme le Lao Tzu, autrement appelé donc le Tao Te Ching. Alors, en poursuivant ce parallèle, nous en sommes arrivés à cette autre notion importante dans le vocabulaire des textes anciens, cette autre notion de te, que l'on retrouve donc dans le vocabulaire de textes aussi bien étiquetés taoïstes que confucéens. Alors, il est ici fait référence à une influence magique, pour reprendre le terme de Fingeret, qui est censée émaner
de la personne du souverain, une forme d'ascendant ou de charisme qui est désignée dans les sources anciennes par ce mot te, qui se retrouve aussi bien donc dans des termes, des textes d'inspiration confucéenne, où il est le plus souvent associé à la personne du souverain, que dans des textes d'inspiration taoïsante, où il est associé de manière privilégiée au mot Tao, que on voit souvent traduit par la voix, au point de former avec ce mot Tao le titre du plus célèbre ouvrage taoïste que je viens de rappeler, donc le Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre canonique du Tao et du Te, c'est-à-dire donc de la voix et de son Te. Donc on va justement reparler de la signification exacte de ce mot. Donc ce Tao Te Ching qui est attribué à un auteur probablement fictif désigné sous le nom très vague de Lao Tzu, qui signifie tout simplement le vieux maître. Donc ce texte est présenté alternativement sous le titre de Lao Tzu, donc les écrits du vieux maître, ou bien donc le livre du Tao et du Te. Alors nous avons vu que quel que soit le contexte, ce mot Te, que l'on trouve le plus souvent traduit par vertu, est à comprendre au sens d'une forme de pouvoir, de puissance ou de capacité. Et la traduction conventionnelle par vertu doit donc être prise non pas au sens moralisant, c'est-à-dire par opposition à vice, on parle des vertus par opposition au vice, mais au sens étymologique de ce qui est le propre du wir latin, donc de la puissance émanant du mal en particulier. Alors, tout comme dans le Tao Te Ching, dans les entretiens de Confucius, le Te est également présenté dans un contexte cosmique. Alors, voyez par exemple cette citation du livre 2 des Entretiens, la toute première section, où il est dit ceci: Zi yue, wei zheng yi de, pi ru bei chen,居其所而众星共之. Donc, là, vous commencez à être habitué donc, à cette formule. Le maître dit, donc, wei zheng, c'est-à-dire donc le wei qui est donc, si j'ose dire, l'aspect positif du wu wei. Le wei, c'est donc l'agir, une façon de se comporter, une façon d'être, une pratique, etc. Et donc le wu est le négatif donc de cette notion de wei. Donc wei zheng yi de, c'est-à-dire donc pratiquer, faire agir le gouvernement yi de, c'est-à-dire par le te, c'est-à-dire justement par cette puissance propre au souverain. Piru, là ça introduit donc une comparaison, c'est comme, c'est être comme Peichen, l'étoile polaire. Donc, Ju Qi Suo, l'étoile polaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contente littéralement d'habiter ou de résider ou de demeurer donc à sa place, dans le lieu qui lui est propre,
pendant que zhongxing gongzhi, c'est-à-dire pendant que littéralement la foule des astres, gongzhi lui rend hommage. Le gong, c'est la forme de salutation donc respectueuse. Alors ici, on a la représentation visuelle d'un mode de gouvernement analogue à celui du souverain mythique Shun que nous avions vu précédemment dans le livre 15 des entretiens à la section 5 où on voyait le souverain Shun pratiquer donc une forme de wue, c'est-à-dire une forme de non-agir, de gouvernement par le non-agir, le wue erzi, en se contentant donc de siéger droit face au sud, Zhengnanmian. Donc, en rapprochant ces deux passages, on s'aperçoit que Wei Zheng Yi De, c'est-à-dire donc pratiquer un gouvernement par le De, est analogue à Wu Erzi, c'est-à-dire donc ordonner les affaires du pays, du royaume, par le non-agir. Autrement dit, ce qu'on comprend, c'est que le Te, cette force spirituelle ou ce charisme qui émane du souverain, est une forme finalement de non-agir, de Wu, ou plus exactement, on pourrait dire que cette force spirituelle, ce charisme, fait que le Wei, que l'agir, n'est pas nécessaire. Soit dit entre parenthèses, c'est un conseil qui serait éventuellement utile pour des dirigeants qui croient devoir s'agiter en permanence. Alors, à propos de président, on notera au passage que la formule Wei Zheng Yi De a récemment inspiré un mot d'ordre politique, puisque tout au début des années 2000, le président chinois Jiang Zemin s'inspirait du discours confucéen. Déjà, là, nous étions déjà dans les prémices du revival confucéen, donc en Chine populaire. Donc, il s'inspirait de ce discours confucéen, mais sans jamais le dire explicitement, en mettant en avant le principe de yi de zhiguo, c'est-à-dire de gouvernance par la vertu, ou ce principe qui consiste à diriger le pays par la vertu morale. Alors, 5 ans plus tard, le président Hu Jintao, qui est actuellement en visite donc chez son homologue américain, donc le président Hu Jintao poursuivait dans cette même veine confucéenne en lançant un nouveau mot d'ordre qui a le mérite d'être plus vague et surtout moins exigeant pour des dirigeants peut-être pas assez charismatiques, ni assez vertueux d'ailleurs, de société d'harmonie socialiste. Donc le 社会主义和谐社会. Donc actuellement, cette notion d'harmonie, de he ou de 和谐, domine véritablement donc le discours officiel donc en Chine. Alors, pour vous dire comment le contemporain arrive donc à récupérer donc ces sources anciennes à laquelle nous revenons maintenant. Alors, dans les sources écrites du début des Zhou, c'est-à-dire
du début du premier millénaire avant l'ère chrétienne, la réception du mandat du ciel, c'est-à-dire donc le Tianming, se trouve souvent associée précisément à la vertu, le te, ou disons à la force spirituelle du souverain. Et dans les sources d'époque Zhou, ce te est très souvent associé à la personne du roi Wen, en chinois donc Zhou Wenwang, figure archétypale du souverain fondateur autant que modèle de qualité humaine. Alors, inutile de vous dire que là, nous sommes là aussi dans une sorte de propagande. Nous avons une forte idéalisation donc de ce souverain fondateur de la dynastie Zhou. Alors, sous les Zhou s'impose en effet l'idée qu'une dynastie ne peut régner que si elle a l'approbation du ciel, Tian, et qu'elle est vouée donc à perdre le mandat, donc le Tianming, si elle n'en est plus digne. Donc, ce sont probablement les Zhou qui introduisent l'idée qu'une dynastie n'est pas forcément éternelle, que finalement un mandat, l'approbation du ciel, ça se mérite. Donc ce terme te se rencontre dans des contextes à première vue très divers et fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses conjectures. Cependant, dans un nombre représentatif d'inscriptions d'époque Zhou, ce terme apparaît intimement lié aux divinités et aux ancêtres et à leur capacité de faire descendre un peu de leur puissance sur les humains. Et ce terme est aussi associé donc à leurs commandements, pour lesquels est utilisé ce même terme de Ming, celui même qui désigne le mandat du ciel, puisque Ming désigne à l'origine donc un ordre, un commandement, où vous retrouvez justement dans la graphie du caractère donc l'élément que vous voyez ici en bas à gauche, ce petit carré qui est le graphème de la bouche. C'est donc ce qui sort de la bouche du souverain. Alors, pour nombre de philologues, l'étymologie du terme te est à mettre en rapport avec son homophone te, ici, que vous avez à droite, qui signifie obtenir ou réussir dans une entreprise. Il s'agirait donc d'une force qui s'impose et qui en impose d'elle-même, associée par excellence à la puissance royale, ce qui a conduit certains sinologues à la mettre en rapport avec la notion d'une puissance sacrée, envisagée comme mana, M-A-N-A, notion donc empruntée aux études anthropologiques. Il s'agirait donc peut-être, là il s'agit d'une hypothèse concernant ce te, d'une puissance qui est d'origine chamanique et une puissance sacrée du fait qu'elle est associée à la royauté en Chine ancienne qui se serait ensuite perpétuée sous d'autres formes. D'autre part, les épigraphistes n'ont pas manqué de remarquer qu'une composante importante du caractère te, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, vous avez cet élément au milieu qui se présente donc à l'horizontale, mais que vous retrouvez ici à la verticale,
qui est le graphème de l'œil, qui se prononce en chinois moderne mu, mais la prononciation ici n'est pas importante. Ici, c'est le graphème donc, qui a intéressé donc, les épigraphistes. Donc, on verrait dans cette partie centrale du caractère de donc, cet élément qui désigne l'œil et qui peut être interprété comme le fait de regarder ou de lever les yeux vers quelque chose ou vers quelque chose ou quelqu'un, et qui évoquerait alors le contact entre l'humain et le divin par l'observation ou la consultation d'un modèle. La vertu royale assurant ainsi le lien entre le souverain et le ciel, mais aussi le peuple, puisque la personne du roi apparaît de manière fréquente dans les sources comme une sorte d'axis mundi ou de médiation donc entre le ciel et le monde humain. On peut également penser au fait d'être visible, cet élément œil pourrait faire penser que te a quelque chose à voir avec le fait d'être visible, ce qui semble être confirmé par la récurrence de l'expression ming de, c'est-à-dire donc de vertu ou de charisme, de vertu lumineuse, rayonnante ou irradiante. Ming, je vous rappelle que vous avez ici un caractère qui est composé donc du graphème du soleil sur la gauche et de la lune à droite, et qui donc désigne la lumière ou tout ce qui peut éclairer ou être donc source de clarté. Et cette expression mingde, c'est-à-dire donc cette vertu lumineuse ou qui éclaire, vous la retrouvez au début de très fameux donc d'un texte devenu canonique qui s'intitule donc la Grande Étude ou le Ta Xue, et qui commence ainsi. Alors je vous épargne le reste de la phrase, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est vraiment les tout premiers mots. Ta Xue zhi Dao zai Ming Ming De. Donc le Tao ou la voie de la grande étude, zai, c'est-à-dire réside dans. Alors vous avez une répétition qui vous fait penser que le premier ming est un verbe, alors que le deuxième est un adjectif qui se rapporte donc à te, ce qui voudrait dire donc la voie de la grande étude réside dans le fait d'éclairer ou de rendre brillante la vertu lumineuse. Donc là, vous voyez que dans cette première phrase, le te est éminemment associé à la thématique donc de la lumière ou du rayonnement de cette vertu qui émane de la personne du souverain. Alors, à propos de la grande étude, j'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà la tenue d'un colloque international que j'organise à la fin du mois de juin, les jeudis 23 et vendredi 24 juin, très exactement, concernant justement ce grand texte, ce texte canonique de la Grande Étude, où nous examinerons donc tous les aspects de ce texte fondateur. Donc, pour revenir à cette notion de dans sa graphie originelle, ce mot évoque donc une circulation d'influence verticale, le souverain regardant vers le haut en quête d'un modèle à imiter, puis faisant rayonner vers le bas
les effets donc, de cette exemplarité. Et en cela, le terme serait à prendre au sens de vertu, mais comme principe agissant, comme qualité qui rend une chose propre à induire un certain effet. Par exemple, comme lorsqu'on parle des vertus médicinales d'une plante. Donc, une forme de puissance capable de mouvoir d'autres êtres sans recourir à une quelconque forme de coercition extérieure. C'est donc précisément ce que Fingeret appelle magie. Je vous rappelle donc cette citation de Fingeret d'où nous sommes partis. Donc, by magic, I mean the power of a specific person to accomplish his will directly and effortlessly through ritual, gesture and incantation. C'est-à-dire donc par magie, je veux dire le pouvoir d'une personne spécifique à réaliser sa volonté directement ou sans médiation et sans effort à travers donc le rituel, la gestuelle et l'incantation. Donc, on voit que te désigne bien une force, une puissance, et même dans certains cas, donc on l'a vu, la toute-puissance du souverain ou du Tao. Mais il ne s'agit pas d'une force physique de coercition ou d'une quelconque domination physique qui s'impose de l'extérieur et par la contrainte. Alors, ce que Fingeret a bien vu, c'est que il y a donc une opposition à faire entre donc l'action rituelle, le li, donc au troisième ton. Alors c'est là que les 4 tons en chinois sont importants. Donc li au troisième ton est à opposer à li, 4e ton. C'est-à-dire donc la force, la force ou la violence physique. La particularité du souverain, détenteur du te, est que son influence s'exerce précisément sans effort. Et comme nous le dit un passage des entretiens, que vous avez ici, dans le livre 12, à la section 19. Donc, cette puissance s'exerce naturellement, tout comme le vent. Alors, cette section est de nouveau un dialogue entre un personnage que nous avons déjà rencontré, donc l'homme fort du moment au pays de Lu, c'est-à-dire le pays d'origine de Confucius, que nous avons déjà rencontré justement dans une autre section toute proche du même livre 12. Il s'agit donc de ce Ji Kangzi. 问政与孔子曰. Donc cet homme fort vient une fois de plus consulter Maître Krong à propos donc de l'art de gouverner. Donc il lui pose la question dans ces termes. 如杀无道，以救有道，何如? Donc, 何如, c'est-à-dire donc qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que vous pensez de ceci? À savoir donc si on sha, c'est-à-dire on tue ou on exécute wu dao, ceux qui sont littéralement sans dao. Vous avez repéré donc ce wu qui est un négatif, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le tao, autrement dit ceux qui contreviennent donc à la bonne marche des choses.
yi jiu you dao, c'est-à-dire pour favoriser ou pour donner droit à ceux qui possèdent le Tao, c'est-à-dire à ceux qui vont dans le bon sens. Autrement dit, cet homme fort vient demander à Confucius, est-ce que selon vous, ce serait une bonne recette justement d'éliminer physiquement donc les gens qui ne restent pas dans le droit chemin pour favoriser donc ceux qui s'y tiennent. Alors, Kongzi Duiyue, donc réponse de Maître Kong. Zi wei zheng, yan yong sha, zi yu shan, min shan yi. Alors, donc, si vous, c'est une manière respectueuse de s'adresser à son interlocuteur, donc en lui donnant du maître. Donc, si vous, wei zheng, donc là on retrouve l'expression de tout à l'heure, si vous pratiquez le gouvernement, si vous exercez le gouvernement implicitement correctement, yan yong sha, à quoi vous servira-t-il de tuer ou d'éliminer physiquement les gens? Zi yu shan min shan yi. Alors, il suffira que vous yu shan, c'est-à-dire que vous désiriez ou que vous vouliez le bien, pour que le peuple devienne bon, devienne meilleur. Alors là, je ne sais pas si cette dernière phrase vous rappelle quelque chose, mais moi, elle me rappelle furieusement donc cette formule que nous avions déjà rencontrée au livre 7 des entretiens à la section 30, où Confucius disait « Est-ce que ce gène, cette qualité humaine, est-ce que elle est si loin de nous. Il suffit que moi, en fait, je veuille cette humanité et la voilà. Donc, vous retrouvez ici, donc, dans la réponse de Confucius, exactement cette idée que il suffit que moi je le veuille, et surtout moi en tant que souverain, pour que le reste suive à l'avenant. Donc il y a justement ce que Fingeret appelle cet effet magique. Le souverain n'a pas besoin de donner des ordres, et encore moins d'éliminer physiquement les gens qui ne sont pas dans le droit chemin. Il suffit que finalement qu'il se comporte lui-même de manière droite ou de manière bonne pour que le reste suive. Et Confucius poursuit en disant « Junzi zhi de feng, xiaoren zhi de cao, cao zhi shang feng, bi yan ». Alors, le de, donc ce charisme ou cette force morale du Junzi, c'est-à-dire donc de l'homme de bien. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le Junzi, c'est un terme qui fait partie du vocabulaire privilégié donc de Confucius, ou des entretiens en tout cas, mais où vous retrouvez cet élément Jun qui désigne donc le prince ou le souverain. Junzi voulant dire littéralement donc le fils de prince, autrement dit un noble. Mais Confucius l'entend le plus souvent dans le sens moral, c'est-à-dire un homme donc noble par sa qualité morale et non pas par sa naissance, et que j'ai donc pris le parti dans ma traduction des entretiens de traduire par homme de bien. Alors donc la puissance morale de l'homme de bien, c'est comme le vent, un fond, alors que la puissance morale
d'un xiaoren, littéralement d'un homme petit, petit évidemment moralement. C'est l'herbe, c'est comme l'herbe. Et donc, cao zhi shang feng, c'est-à-dire donc lorsque le vent passe au-dessus de l'herbe, pi yan, l'herbe ne peut être que rabattue, elle ne peut que se coucher sous l'effet du vent. Donc là, vous avez justement en fait cette image, cette comparaison du te, de l'homme de bien, du bon souverain, qui a justement en fait cet effet de rabattre en fait de manière magique, parce qu'il n'exerce aucune coercition extérieure, mais ça a l'effet justement de faire que donc ces sujets donc se remettent ou se soumettent justement d'eux-mêmes à cette force. Alors, l'opposition entre deux modes de gouvernement antithétiques est encore plus nette dans cet autre passage des entretiens au livre 2 à la section 3, où vous avez de nouveau cette formule canonique, donc Ziyue, le maître dit Dao zhi yi zheng, qi zhi yi xing, min mian er wu chi. Dao zhi yi de, qi zhi yi li, you chi qie ge. Donc, là, pour ceux d'entre vous qui ne lisaient pas le chinois, ce que vous voyez de par cette disposition où j'ai voulu justement faire ressortir le parallélisme exact entre les deux phrases, vous voyez donc qu'il y a ce parallélisme terme à terme qui met en relief d'autant plus l'opposition donc entre ces deux phrases. Alors que disent-elles? Donc Dao zhi yi zheng. Alors vous avez ici donc ce mot Dao, mais qui est pris ici comme verbe, qui devrait s'écrire donc avec un autre élément et qui signifie ici donc guider. Zhi, c'est un complément d'objet, un démonstratif complément d'objet qui désigne ici probablement donc le peuple, puisque le Confucius, on le comprend d'après le contexte, parle donc du souverain. Donc, il s'adresse à un souverain et il lui dit donc guider le peuple yi zheng, c'est-à-dire à coup de zheng ici, c'est-à-dire de règlements administratifs, de règlements gouvernementaux, qi zhi yi xing, littéralement gardez-les sur le même niveau, nivelez-les, enfin nivelez le peuple plus exactement, yi xing, c'est-à-dire à coup de châtiment, à coup de punition. Donc min, alors ici c'est vous avez le complément d'objet qui est explicité, qui est représenté ici par zhi, mais ici il est explicité, et donc le peuple se contentera de mien, c'est-à-dire d'esquiver, d'éviter les coups, er wu chi, mais sans éprouver aucun sentiment de honte. Autrement dit, donc, si vous gouvernez de cette manière, c'est-à-dire donc à coup de règlements, de lois, de punitions, de châtiments, qu'est-ce que vous obtiendrez? C'est-à-dire, vous allez obtenir un comportement d'évitement, mais ça n'aura aucun effet donc sur la moralité donc du peuple. Deuxième phrase, donc en antithèse, Dao zhi yi de, donc guider le peuple
par le te, c'est-à-dire par votre force morale, qi zhi yi li, c'est-à-dire donc mettez le peuple au même niveau, mais là je pense que ce serait plutôt dans le sens de harmoniser le peuple par les rites, et le peuple non seulement youchi, c'est-à-dire connaîtra le sentiment de honte, mais en plus, qiege, il se réglera de lui-même. Alors vous avez ce terme de ge qui est tout à fait intéressant parce que ça désigne donc en particulier tout ce qui est carré. Par exemple, pour prendre un exemple tout à fait prosaïque, vous avez, comment dire, pour écrire en chinois, vous avez des feuilles qui sont quadrillées, puisque comme je vous l'expliquais la dernière fois, donc les caractères chinois, donc on les appelle des fanghuaizi, c'est-à-dire donc des mots carrés. Et donc ça doit tenir dans un carré. Et ge, c'est donc si vous voulez, du papier à carreaux. Donc ici, ça nous ramène, si vous voulez, à cette notion de zheng dont je vous entretenais la dernière fois. Et on pourrait dire ici, dans le contexte de ce passage, que si vous gouvernez donc le peuple par la puissance morale et par les rites, le peuple littéralement se tiendra à carreau. Bon. Donc, cette opposition entre le rite, la force du rite, li, et la force purement physique, li, c'est-à-dire la force qui s'exerce notamment par les lois et par les lois pénales, les châtiments, cette opposition sera exactement donc au cœur du débat sur la meilleure manière de gouverner entre confucéens et légistes. Les légistes, ce sont donc ces hommes d'État de la fin de l'Antiquité chinoise, ceux qui ont notamment permis à Qin Shi Huang, donc au premier empereur, de s'imposer donc dans l'espace chinois, et qui sont ainsi nommés parce que pour eux, ce qui prime dans la construction de l'État et dans le maintien de l'ordre, c'est précisément l'imposition justement des lois, et notamment des lois pénales, celles qui sont désignées par ce terme de xing ici, où vous reconnaissez, vous avez à droite du caractère le radical ou la clé du couteau, de la lame, puisque donc ces châtiments ou ces lois pénales consistaient très souvent à couper quelque chose. Ce sont donc, en fait, quand on parle de châtiments donc dans la Chine ancienne, ce sont très souvent des châtiments mutilatoires. Alors, ça peut aller donc de la marque à l'encre, ça c'est encore le plus léger, mais c'est quand même infamant dans la mesure où vous êtes marqué donc aux yeux des autres. Mais alors ensuite, ça devient quand même plus grave dans la mesure où on passe par l'ablation du nez. On peut vous couper le nez, on peut vous couper les oreilles, les pieds. Après, c'est plus grave, ça devient la castration. Et ensuite, je crois que le dernier stade, c'est on vous coupe la tête et après, je crois qu'il n'y a plus de suite. Bon. Donc voilà, donc les xing, ce sont ces châtiments mutilatoires. Donc les légistes tiennent que seules ces lois pénales permettent de maintenir l'ordre, et donc ça va être l'objet justement d'un débat entre confucéens qui, eux,
valorise le te, c'est-à-dire l'exemple donné par la personne du souverain, et les légistes qui, eux, disent le seul moyen de maintenir l'ordre, c'est donc de faire peur, si vous voulez, il y aurait une opposition entre donner l'exemple et faire l'exemple, en quelque sorte. Ce débat a refait surface de manière violente pendant la Révolution culturelle avec le fameux Ru Fa Dou Zheng, c'est-à-dire donc la lutte entre les Ru et les Fa, c'est-à-dire entre justement les confucéens et les légistes. Et inutile de vous dire que disons le parti maoïste, bien sûr, était à fond pour une politique légiste, contre justement cette moralisation confucéenne qu'il s'agissait d'abattre et justement contre laquelle était dirigée cette campagne Piling Pikong de 1974 dont je parlais tout à l'heure. Bien, là je crois que je vais être obligée de m'arrêter ici en vous remerciant de votre attention et en remerciant le ciel de m'avoir permis de parler en 1 heure sans trop tout sauter dans le micro. Merci.